Championne d'Europe, championne du monde, élue meilleure boxeuse de l'année, élue meilleure KO 2025. Émilie Sonvico a tout conquis. Mais avant ces titres prestigieux, il y a eu ce jour où sur le ring, elle s'effondre. Pas physiquement, mais mentalement. Une pression trop lourde, flashback, cauchemar, silence. Elle quitte la France pour se reconstruire. Parce que derrière chaque championne, il y a des combats invisibles. Le très haut niveau ne se contente pas de tester ton corps, il façonne ton esprit. Et ça, Émilie l'a bien compris. Émilie Sonvico, c'est une boxeuse authentique, une femme qui a transformé ses failles grâce à la préparation mentale pour revenir plus lucide et encore plus forte. C'est un honneur pour moi de l'accueillir aujourd'hui dans Hors du Ring et c'est maintenant. Bonjour Émilie. Bonjour. Je te remercie d'être ici dans Hors du Ring. Donc, tu t'appelles Émilie Sonvico, tu as 36 ans, tu es championne d'Europe, championne du monde, silver, dans la catégorie Walter. Tu es gendarme, boxeuse engagée, mais aussi la boxeuse de l'année. C'est ça, j'ai tout bon? Ouais, c'est ça, ouais. Merci d'être là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, d'où tu viens, comment tu es venue à la boxe? Mais moi, je suis venue à la boxe un petit peu par hasard parce que je viens de l'athlétisme et malheureusement, j'ai eu une blessure qui a fait que voilà, je pouvais plus courir aussi vite qu'avant. Et pendant mes études, je cherchais un sport pour me défouler et mon meilleur ami de l'époque m'a dit, bah viens, on va à la boxe, tu vas essayer, t'as un bon profil. Et c'est un petit peu comme ça que je suis tombée dedans, quoi, par hasard. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu dans la boxe? Mais au départ, je cherchais vraiment à extérioriser un petit peu tout le stress pendant les études. Et en fait, on se rend compte qu'au-delà de l'image qu'on peut avoir, avec cette image un petit peu rookie, gueule cassée, en fait, c'est un sport super ludique et en fait, on se prend très vite au jeu. Tu as essayé de te prouver des choses? Il y avait un objectif là-dessus ou c'était vraiment juste du loisir? Bah, c'est vrai que souvent en boxe, on dit qu'on vient pas en boxe ou en sport de combat par hasard. Donc en général, on a quelque chose à extérioriser ou à se prouver. Donc effectivement, oui, c'était mon cas. J'avais beaucoup de pression, déjà de pression que je me mettais envers moi-même sur beaucoup d'aspects de la vie et ça permettait un petit peu ouais de me tester et de voir. J'étais jeune, donc aussi construire ma personnalité. Comment tu as été accueillie en tant que femme dans ce club? Mais dans mon tout premier club et même dans les clubs qui ont suivi, en tout cas, j'ai toujours été très bien accueillie. J'ai jamais eu de problème à ce qu'une femme rentre dans la salle comme il y a pu avoir par le passé. Donc moi, j'ai eu la chance de tomber toujours sur des clubs bienveillants. J'ai eu très peu de rapports de force avec les hommes qui acceptaient mal qu'il y ait des femmes. Ça arrivait très rarement, je peux les compter. J'ai plus de doigts que les fois où ça arrivait. Ça arrive, dans ce cas-là, bah on règle le problème, mais en tout état de cause, j'ai pas subi ce que d'autres femmes ont pu subir par le passé. Ouais. D'accord. Comment tu arrives à concilier ta carrière de boxeuse de haut niveau et un métier aussi exigeant que la gendarmerie? Ouais, mais j'ai pas eu le choix. Il a fallu me détacher puisque on n'avait pas réussi à trouver d'accord avec avec la gendarmerie, puisque je me suis retrouvée à l'époque le seul sous-officier de France à être sportif de haut niveau. D'accord. Les autres étant des contrats d'image. Donc moi, je suis la seule qui fait vraiment du terrain, qui est le concours, etc. Donc j'étais en unité, c'était pas compatible avec du sport du haut niveau. Donc il y a eu beaucoup de pourparlers entre la gendarmerie et la fédération, et donc on en est venu au constat qu'il fallait me libérer pour que je puisse avoir ma carrière sportive. Tu es passée donc amateur à professionnel. Qu'est-ce qui s'est passé avant de passer pro dans ta carrière amateur? Qu'est-ce que tu as compris de la boxe? Mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé la boxe amateur comme, on appelle ça amateur, hein, mais c'est de la boxe olympique, parce que ça n'a d'amateur que le nom, puisqu'il Oui. il faut garder un amateurisme normalement pour participer aux Jeux Olympiques. En équipe de France, on n'est plus du tout amateur. Donc je l'ai pris comme une bonne formation et une bonne expérience. J'aurais pas été la même boxeuse professionnelle si j'avais pas eu cette carrière dans boxe olympique juste avant. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de voir ce qui me convenait, ce qui me convenait pas, et de me construire en tant que boxeuse. Apprendre aussi, ouvrir mon esprit, puisque tous les pays n'ont pas le même fonctionnement, la manière de voir des choses. Donc j'ai pu vraiment m'imprégner de tout ce qui se fait au niveau de la planète. Est-ce qu'il y a eu un événement justement sur ces jeux où il t'est arrivé quelque chose qui t'a un peu perturbé ou Bah, sur ces jeux-là, c'est vrai que là, c'était ma dernière, je savais que ça allait être ma dernière tentative de qualification pour les JO. Malheureusement, voilà, c'est pas passé. Alors, pour X, Y raison, politique ou non, voilà, certaines choses se sont passées, donc on peut pas revenir dessus. Donc, malheureusement, c'est le propre de la boxe amateur. Il y a souvent ce genre de problème. Très peu de sanctions. Des gens qui sont clairement identifiés, des arbitres clairement identifiés.
identifiés ou des boxeurs clairement identifiés ou des nations clairement identifiées. Ça continue, donc malheureusement à chaque fois on est sous des menaces d'exclure la boxe aux Jeux Olympiques et très sincèrement la boxe mériterait d'être exclue pour tout ce qui se passe derrière. Tu es championne d'Europe et championne du monde. Quand tu penses à ces titres, là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi? Mais déjà un accomplissement au niveau des résultats sportifs, parce que ça fait longtemps que j'attendais ça, même si je savais plus ou moins pertinemment que mon passage chez les professionnels allait bien se passer, parce que j'ai toujours eu une boxe plus adaptée à la boxe pro, un rythme plus adapté à la boxe pro naturellement. Donc ma transition s'est faite naturellement. J'attendais ces titres comme un aboutissement. Après, Mmh. mon travail c'est de gagner, donc quand je gagne, tout se passe bien. C'est quand je perds qu'il y a un problème, donc voilà, j'ai Alors accueilli ça justement, comme la normalité. quand tu dis, «Si je perds, c'est qu'il y a un problème», c'est quoi le problème pour toi? En soi, à très, très haut niveau, on est conditionné à gagner absolument. Donc on rentre dans un système qui est pas le plus sain. À très haut niveau, on est souvent sous des alors que ce soit la boxe ou d'autres sports, hein, on est sur des systèmes qui sont relativement, toxiques avec des charges mentales énormes, alors que ça reste que du sport. Il y a pas d'enjeu, à proprement parler, voilà, de vie ou de mort. Mais on est dans un microcosme où, tous les jours, à force de se répéter la même chose, bah, ça finit par rentrer. Donc voilà, j'ai été conditionnée à gagner. Ma fonction première est de gagner. Donc, quand on gagne, tout va bien. Il n'y a pas forcément d'exaltation puisque je m'entraîne pour ça. On me rémunère pour gagner. Mmh. Par contre, quand on perd, c'est qu'il y a quelque chose qui potentiellement n'a pas été. Et donc là, il faut trouver le point chichiteur. Ouais, mais parfois quand tu perds, ça dépend pas forcément de toi. Ça dépend pas forcément, mais après, c'est toujours pareil. On l'identifie et est-ce qu'on a un moyen d'action dessus ou pas? Bah, c'est ça, parfois tu l'as Voilà. pas toujours. Ce que je voulais dire, c'est que perdre ne te définit pas forcément, vu qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Un coach équipe de France qui disait, on peut te voler, mais tu ne peux pas perdre. Exactement, parce que les gens voient de toute façon. Voilà, le vol c'est une chose, mais perdre, tu peux pas te permettre de perdre. Donc Après, voilà. je comprends que la déception est grande quand c'est comme ça, quand ça se passe comme ça, je Bien sûr, comprends que la déception est des grande parce que surtout quand ça arrive sur des compétitions à très haut niveau, parce que c'est déjà compliqué pour les boxeurs. Alors là, on est en train de parler du 1% du haut niveau, mais quand on est un boxeur lambda, pour des gens qui vont aux championnats régionaux, voilà, qui sont déjà très déçus, qui le vivent très mal. mmh, Ouais, faut imaginer à très haut niveau sur une qualif des Jeux Olympiques. ouais, Voilà. Si mentalement on n'a pas ce qu'il faut, compliqué. ouais, la déception peut être, très lourde à porter, ouais. Et puis il y a tellement de sacrifices, j'imagine, dans ta préparation déjà, parce que Ouais, alors après, bon, sacrifice, on sait pas, c'est le mot sacrifice, il est compliqué parce qu'on sait pourquoi on le fait aussi. mmh, Donc, on choisit de le faire. Donc, alors après, c'est vrai, pendant des années, bah, les mariages, les baptêmes, les naissances, il y a beaucoup de choses qui passent, voilà, qui passent à côté, ouais. Est-ce qu'il y a un titre qui t'a, plus transformé intérieurement qu'un autre? Sur ma carrière pro, le championnat d'Europe a été un soulagement déjà parce que l'organisation était très compliquée. Très, Mmh. très compliquée parce que j'ai été partie prenante aussi dans l'organisation de ces championnats d'Europe. Donc beaucoup de stress, beaucoup de problèmes de dernière minute. Enfin, c'était très compliqué. Donc celui-là, il a vraiment été... Allez, le cri est sorti du cœur parce qu'il y a eu toute cette pression extra-sportive aussi. Celui-là, il m'a fait plaisir parce que malgré tout ça, j'ai réussi à gérer pour pouvoir l'obtenir. Donc celui-là, ouais, il était pas mal. Donc ce chaos était assez magistral et hyper beau et est arrivé au 10e round, était assez Ouais. magique. Ouais, c'est sûr que voilà, jusqu'au moment de monter sur le ring, il y avait encore des soucis, des problèmes, des petits points. Donc il y a eu beaucoup de stress jusqu'au bout. Donc c'était pas tellement pour le chaos, le cri, c'était pour toutes les énergies accumulées qu'il fallait que voilà, que ça sorte. C'est intéressant parce que du coup, vu que tu faisais partie, prenante de l'organisation, comment toi tu as géré, comment tu as pu rester focus sur, le combat sans te laisser perturber par, une organisation? Parce qu'il y a toujours un petit truc de dernière minute qui va pas. Donc comment tu as réussi à gérer ça On mentalement? se rend compte à organiser des soirées, c'est vraiment un métier. C'est vraiment un métier et malheureusement en France on est sur un système associatif donc très peu d'associations ont les moyens de voilà de payer des entreprises pour pouvoir organiser de tels événements. Donc on se retrouve à le faire entre nous, entre bénévoles. Donc forcément c'est une charge de travail qui est assez considérable. Donc pour pouvoir gérer ça, déjà une très grosse confiance en moi et en ma capacité à pouvoir gérer les choses. Même si là dans ce cas-là aussi le prépa mental il a beaucoup aidé parce que j'avais tout aussi besoin de décharger. Donc essayer de compartimenter, d'être aidé par les personnes compétentes et c'est passé just. J'étais très limite, mais c'est passé. Qu'est-ce que tu as travaillé justement avec ton préparateur, ou ta préparatrice mentale? Avec mon prépa mental, alors c'est en fonction des périodes aussi. Sur le championnat d'Europe, on était justement plus sur me calmer, recentrer un petit peu l'énergie, avoir de l'action sur voilà sur ce que je peux gérer et voilà sur ce que je peux pas gérer, ben, malheureusement on le laisse.
ça. Sur le match derrière, c'était peut-être un peu plus l'inverse, un petit peu me motiver, un petit peu plus, parce que bon, comme tout le monde, hein, au mois de décembre, il fait froid, à la flemme, hein. Donc il fallait un petit peu booster. Donc en fait, chaque prépa elle va être différente en fonction du moment et on adapte sur l'instant en fonction de comment je me sens, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton dernier, KO, qui s'est passé il y a pas très longtemps? Dans quel état d'esprit tu étais? Comment ça s'est passé? Bah, j'en ai discuté avec mon prépa parce que on a fait une séance la veille du combat où on travaillait sur la visualisation. Donc on commence à faire les rounds un petit peu. Et moi dans ma tête je la mettais KO au premier. Donc après il m'a dit bon on continue à faire des rounds quand même, des visualisés. Mais c'est vrai que je la voyais KO au premier parce que je savais qu'il y avait la possibilité qu'elle tombe au premier. Bah effectivement voilà ça s'est passé. Ça m'a pas étonné plus que ça parce que je connaissais la possibilité, même si je pensais quand même que ça allait durer un petit peu plus. Mais comme on dit on n'est pas payé au round. Donc tant mieux, j'ai pas pris de coups, c'est bien c'est le plus important. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu es, ces KO? Dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Comment tu le vis? Bah, sur des KO comme ça, en plus, sont des KO très peu communs déjà, de manière générale dans la boxe, parce qu'on a ce qu'on appelle des KO techniques, où ce sont des arrêts de l'arbitre, mais des KO, il y a perte de connaissance, il y en a très peu. Alors chez les femmes, encore moins. Donc effectivement, je me retrouve à être une femme qui met des KO où les gens perdent vraiment connaissance, où ça déconnecte. Donc c'est forcément impressionnant, que ce soit à la caméra ou en vrai. Bon, moi-même contre en étant dans ce monde-là, que voilà, c'est quelque chose d'assez exceptionnel d'arriver à déconnecter quelqu'un. Moi, je t'appelle la reine du chaos, très clairement, parce qu'en plus tes KO sont magnifiques à chaque fois, ils sont très beaux. Vous êtes très peu de femmes à mettre des KO. Il y en a moins, ouais, en boxe féminine. Il y en a moins en boxe féminine. Donc, voilà, quand ça arrive, KO de ce style-là, voilà, plutôt, on est contente. Le soir où tu gagnes un titre, majeur, qu'est-ce qui est le plus fort pour toi? C'est la fierté, c'est le soulagement ou c'est le silence, après? Mais souvent, j'ai ce sentiment un peu de soulagement. Le travail a été fait, donc ça redescend. La mission est accomplie, donc bon, on redescend. On se projette pas forcément parce que je me dis, moi, faut quand même que mon corps récupère, parce que la boxe pro, voilà, c'est quand même très exigeant. C'est quelque chose qu'on apprend que j'ai appris en faisant ma transition. Le corps a besoin d'un peu plus de temps pour récupérer. Les gants sont plus petits, ça frappe plus fort, les coups font plus mal. Les prépas sont longues. Sur le dernier combat, j'ai eu 3 mois de préparation. D'accord. Donc j'avais besoin de couper un petit peu pour pouvoir revenir derrière et assumer encore une nouvelle préparation. Est-ce que tu ressens de la culpabilité quand justement, tu es en récupération, que tu t'entraînes moins et cetera? Bah, c'est quelque chose que j'ai travaillé parce que comme beaucoup d'athlètes, surtout les plus jeunes, quand on est jeune, on a forcément plus d'énergie. C'est quelque chose aussi qui est prôné, que ce soit à la télé, par les médias, par les réseaux sociaux, qu'il faut travailler dans le sport pour pouvoir y arriver. Moi, je m'entraîne plus que les autres pendant que les autres se reposent. Et en fait, c'est avec les années qu'on apprend qu'en fait, c'est débile. C'est pas du tout comme ça fonctionne. Mais quand on est plus jeune, bah, bon, on n'écoute pas. On n'écoute pas ceux qui ont plus d'expérience. Et si j'avais les connaissances que j'ai maintenant, si je les avais eues à 20 ans, j'aurais pas eu la même carrière. Mmh. J'aurais pas eu la même carrière. Donc, pour les athlètes plus jeunes que j'entraîne, voilà, j'essaie aussi de leur expliquer. Simplement leur dire, ouais, repose-toi. Me dire pourquoi. Alors que si je leur explique pourquoi, comment ça fonctionne et que ça a une logique dans leur tête, c'est beaucoup plus simple, surtout sur des sports comme ça où c'est très exigeant. Il y a des périodes pour tout. Sur des boxeurs un peu plus expérimentés, la nécessité de se faire beaucoup de mal à l'entraînement, elle est plus forcément nécessaire quand on est arrivé à un certain niveau et qu'on est sur du calibrage et voilà, Ouais, qu'il y a un plus moment raisonnable. pour tout. Voilà. Et souvent, je vois ce que je vais appeler des gens lambda, donc qui sont pas forcément sur le circuit international, que ce soit en boxe amateur ou en boxe professionnelle. Il y a des gens qui disent je m'entraîne 3 fois par jour, 4 fois par jour, et en fait ils ont aucune notion de charge d'entraînement. Enfin, s'il y a un prépa physique qui les encourage dans cette voie, c'est très dangereux et il faut changer de prépa physique tout de suite. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, faut en changer très fortement parce que ça marche pas comme ça. Donc on est en équipe, par exemple en équipe de France, on est souvent sur 1 à 2 entraînements dans la journée avec des charges d'entraînement qui sont quand même calculées. On est surveillé. Le matin sur l'application, si je mets que je suis par exemple extrêmement fatiguée, que mes tests de force du matin ne sont pas bons, tout de suite, bon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es fatigué pour ça? Peut-être que c'est malade. Ok, on allège ou on fait pas. Ou voilà, on est quand même. Ça a changé. On n'est plus sur quelque chose de absolument dur. Voilà, faut aller soulever des pierres à la montagne. Voilà, on est plus dans ça et quand même, enfin, Et vous, en plus, les filles, enfin les boxeuses, les femmes, il y a les hormones aussi qui sont compliquées à il y a gérer. les hormones aussi qui sont alors les coachs alors
moins les coachs pro forcément, puisqu'ils sont pas dans un circuit fédéral. Mais en tout cas, les entraîneurs fédéraux maintenant ont des formations, voilà, qui prennent en main les équipes féminines, puisqu'il y a cette notion hormonale, il y a cette notion de fatigue, il y a cette notion, voilà, c'est tout bête, hein. Les femmes souvent elles ont plus une propension quand on prend l'avion, on va gonfler un peu plus. Donc forcément, quand on arrive à l'hôtel, on se pèse. Bon, voilà, il y a des femmes qui prennent un peu plus facilement du poids que d'autres. Il y en a certaines, pas du tout, ça bouge pas, mais il y en a d'autres, oui. Là, il y en a On qui prend ont la du rétention. dos. Ouais, ça arrive et c'est pas grave, mais ou voilà, on va être en fonction du cycle où on est, ben forcément, ben ça gonfle un petit peu. Et puis moi, j'ai eu des entraîneurs qui disent ouais, c'est pas vrai, vous pouvez pas gonfler, enfin complètement. Bah si, c'est factuel en fait. Dire que c'est un homme qui maintenant qui va me dire non, ce n'est pas possible quand t'as tes règles de gonfler. Je vais dire, bon, bah, ça n'a absolument aucun intérêt. Enfin, voilà. On n'a pas du tout le même métabolisme, ça c'est clair. Ouais, voilà. Mais après, on rentre dans des considérations où là, Ouais, voilà. ça devient compliqué. Ouais, mais bon. Mais de plus en plus de coachs, voilà, quand même s'y intéressent, de prépa physique s'y intéressent, voilà, en sachant que voilà, la prépa physique peut être adaptée en fonction en fonction des cycles, en fonction des besoins, pour celles qui ont des douleurs, celles qui n'ont pas de douleurs. Voilà. Est-ce que une fois que tu as la ceinture autour de ta taille, qu'est-ce que ça change réellement pour toi? Pour moi, rien en particulier, parce que comme je t'ai dit, c'est la mission a été accomplie. Donc après, ce sont des ceintures où je dis pas forcément que je vais les gagner un jour, tu vois. Quand tu les as sur le principe, t'es contente et alors majoritairement un public masculin me dit, ah moi j'aurais dormi avec pendant un Ouais. mois, elle me serait couchée tous les soirs, tous. Il y en a pas un qui me l'a pas dit. Enfin, moi sur le coup, je suis rentrée, je crois que je l'ai mis sur le canapé, je me suis douchée, je suis allée me coucher quoi. Ça... Ouais, je me suis dit, ça Plaisir va pour la le rendre comédien, nickel, tu ouais, le elle laisses doit sur être la rangée. cheminée. Voilà, ouais, moi, il y a rien de box chez moi, aucune ceinture exposée, aucune médaille exposée, il y a absolument rien. Voilà, allez, un hôtel à ma gloire personnelle, non, il n'y a pas ça, tout est rangé, stocké en dehors de chez moi, ou pas, c'est pas nécessaire. Est-ce que d'avoir ces titres, justement, ça te met une pression supplémentaire pour les combats d'après? Pas forcément. Alors forcément, tu vas être plus attendu. Après, de par ma carrière en équipe de France, si tu veux, cette gestion un peu du stress et des attentes des uns et des autres, voilà, j'ai appris à la gérer avec des années. Donc l'expérience fait que non, non, pas forcément de pression, même si oui, tu sais que tu vas être un peu plus regardé, ça, c'est évident. D'accord. Et comment t'as appris à gérer le regard des autres? Tu l'as géré tout de suite ou tu l'as appris justement avec ton prep mental? Ben, moi, j'ai eu la chance j'ai la chance que ça ne m'impacte pas. Le public ne m'impacte pas, les gens ne m'impactent pas, ça me coule dessus, mais voilà. Donc c'est plutôt sympa parce que avant de m'impacter, faut quand même y aller. En tout cas sur l'environnement extérieur dans le cadre du combat. Alors que bah, moi j'ai une amie. Et qui boxait, elle, par contre, avec son prépa, elle était obligée de travailler un petit peu sur les bruits environnants pendant qu'elle est en train de boxer, parce qu'il peut y avoir du bruit, parce qu'il peut y avoir des insultes, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, voilà, ça dépend de la personnalité, moi. Et qu'est-ce qui a fait, donc ça doit venir de plus loin, qu'est-ce qui a fait justement que ça ne t'impacte pas? Bonne question. Tu as toujours été comme ça? Ouais, depuis le premier jour où je suis montée sur le ring, ça m'impacte pas. Je suis en général très concentrée. Je peux entendre, j'ai déjà boxé dans des environnements un peu plus hostiles où les gens ils s'émotionnent un petit peu trop là. Est-ce qu'on pourrait Mais dire ça que tu es consciente de ta valeur? aussi, mais après, c'est pas. Tu vois, c'est comme les gens, par exemple, alors, à très haut niveau, par exemple, ça va être mauvais de laisser transparaître les émotions ou de ne pas les gérer. Mmh. Parce qu'une émotion, par exemple, voilà, on va voir à des niveaux un peu plus bas, il y a quelqu'un qui va prendre un coup, tout de suite, ben, ça va s'énerver. Alors que souvent, ben, la boxe, c'est comme la vie, des fois on prend des coups, des fois on peut remettre, et puis des fois on peut pas remettre. Mmh. Et ça, faut l'accepter. Et il y en a qui ne l'acceptent pas, donc ils s'énervent et ils se mettent très vite en danger. Mmh. Mais alors, c'est l'action qu'ils font derrière qui les met en danger. L'émotion en soi, elle est pas forcément négative si elle est canalisée correctement et que cette énergie, elle est utilisée pour la pratique. Exactement. Bon, ça, c'est du travail aussi. Est-ce que tu montes, encore sur le ring, pour défendre des titres ou pour défendre quelque chose de plus profond? Les titres, chez moi, c'est anecdotique. On les gagne parce qu'on fait de la compétition, donc il faut gagner des titres. Mais moi, de manière générale, j'ai pas l'esprit de compétition avec les autres, mais avec moi-même. J'ai tout le temps en permanence des choses à me prouver. Donc, c'est surtout par rapport à moi. Est-ce que je suis capable de aller chercher ça? Est-ce que je suis capable de faire ci? Est-ce que je suis capable de faire ça? Voilà, moi, je suis plus dans cette optique-là que dans l'optique d'écraser absolument tout le monde. J'ai pas d'animosité particulière
à mes adversaires. Enfin, voilà, ça reste du sport, sauf quelqu'un qui manquerait de respect outre mesure. Mais sinon, non, je sais pas, vous êtes témoin particulier. Voilà. Je suis plus autocentrée. Est-ce que tu es fière de toi ou tu es plutôt du genre à être une éternelle insatisfaite, à vouloir toujours plus? Maintenant, un peu des 2. Mais D'accord. plus jeune, ouais, on a travaillé beaucoup avec les prépas mentaux, psy du sport pour pouvoir travailler ça parce que éternelle insatisfaite, perfectionniste, mais à outrance. Donc, Mmh. ce qui devenait néfaste à la pratique parce que vraiment jamais satisfaite, jamais un mot gentil envers moi-même. Et donc, ça devenait compliqué. Donc ça, on a beaucoup, beaucoup travaillé pour pouvoir calmer et apaiser aussi la charge mentale parce que ça, ouais, j'avais des desiderata inatteignables. Même si je l'aurais atteint, j'aurais continué à dire que non, c'était pas assez. Oui, tu as Donc je le l'ai au fond de moi. Voilà, ouais, demain je pourrais être championne de l'univers que ça me conviendrait pas. Voilà. Mais je me mets beaucoup moins de pression que par le passé. Ouais. tu avais beaucoup le besoin de contrôle avant, tu l'as encore ou tu as lâché un peu prise là-dessus? Alors pareil, travaille sur ça, un petit peu des deux, parce que il faut contrôler, parce que j'estime qu'on est le capitaine de son propre navire. Tout à fait. Donc à un moment donné, si on attend sur tout le monde, bah il se passe pas grand-chose, il sera pas bien fait. Donc contrôle oui, mais après dans l'acceptance aussi de ne pas pouvoir contrôler certaines choses qui sont incontrôlables, qu'on n'a pas dans les Et mains. Donc ça complètement. aussi c'est un travail d'accepter bah je peux rien y faire et il faut accepter voilà de laisser passer l'émotion, voilà, elle est là, mais voilà. Ça aussi beaucoup de travail sur ça, ouais. 10 minutes avant de monter, sur le ring, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, en pensée, émotionnellement, les sensations? À 10 minutes de montée, je suis je suis sur la fin de l'échauffement. Je fais les derniers petits réglages pour un peu ressentir. J'aime bien, moi, je suis quelqu'un de kinesthésique, donc j'ai besoin voilà, de sentir un petit peu les sensations du corps, comment ça va. Et puis derrière, on porte de l'automotivation, de la concentration sans en mettre trop. Et puis, en général, moi, je suis plutôt relâchée, j'ai pas de tension particulière. Ouais, D'accord. en général. Est-ce que tu as eu des peurs, auparavant ou au début quand tu as commencé? Est-ce que tu avais peur de monter sur le ring? Parce que c'est des choses que tu as dû travailler aussi? Je sais pas si c'est pas de la peur, la peur, je pense, c'est pas le bon mot, mais plus jeune, bah, comme pour tout le monde qui débute, hein, il y a soit du stress ou de l'anxiété, voilà, parce que stress et anxiété, c'est pas la même chose, mais c'est comme tous les jeunes boxeurs au début, parce qu'on est dans un monde inconnu. Donc on se dit, bon, j'ai jamais fait, je me retrouve dans un carré enfermé avec quelqu'un, et bon, il y a un arbitre, qui sont là, voilà, s'il se passe quelque chose, ils sont là. Oh, ça peut être stressant, angoissant, parce que la peur de l'inconnu, parce qu'un match, voilà, on est sur une discipline, un 100 mètres, bon, bah, c'est du point A au point B, et puis normalement, on se prend pas une droite aux 50 mètres. Donc là, bon, il y a toujours, c'est un sport mouvant, donc voilà, il peut se passer n'importe quoi. Donc il y a ce côté un petit peu incertitude aussi de la pratique qu'il faut arriver à accepter, parce que le match d'un jour, c'est pas forcément le match du lendemain. C'est ça. Alors si c'est pas de la peur, est-ce que tu as encore, toi, aujourd'hui, de l'appréhension avant de monter sur le carré? Ouais, alors, au moment du match, avant de monter, non, je peux l'avoir un petit peu avant parce que le cerveau se met un petit peu, voilà, en mode défensif, donc D'accord. ça peut encore arriver. Après, c'est gérable, mais il faut l'accepter aussi parce que c'est un sport où on met son intégrité physique en danger, donc il faut quand même qu'on ait des sens un peu éveillés. Donc le stress, et là je parle de stress, pas forcément pas l'angoisse, mais le stress peut être quelque chose de bénéfique Bien s'il est sûr. contrôlé à ce moment-là. As-tu ressenti le poids d'attentes extérieures? C'est arrivé. Une fois où vraiment c'est arrivé très fortement, c'était après le Covid. Mmh. La France se retrouve à organiser un tournoi de qualification olympique, sachant que le tournoi de qualification olympique avait commencé à Londres et que le président fermant les frontières, ils ont annulé le tournoi de qualification, on l'a arrêté. Il avait déjà commencé, on a arrêté. Tous les sports s'arrêtaient. On était le seul sport, on était le seul tournoi encore à l'international à être encore en activité. Donc les organisateurs anglais m'ont dit bon là, c'est pas trop ce qui se passe parce que à ce moment-là en Angleterre, nous à Londres il se passait rien. Enfin les familles appelaient en disant oui, ils ferment les frontières, tout le monde il faut des papiers pour circuler. Enfin bon, personne comprenait rien parce qu'on était en Angleterre depuis un bon moment et en Angleterre on parlait pas de Covid, hein, il y avait tout le monde était dehors. Enfin donc on rentre en France, c'est pas ce qui se passe un an plus tard. Donc la France se retrouve à organiser le tournoi de qualif qui sera un seul tournoi unique. Et là forcément la France organise donc des bénévoles français, l'organisation est française, des attentes forcément du public français, des bénévoles, donc très très gentils, très bienveillants. Mais voilà, on lit dans leurs yeux qu'ils ont des attentes, qu'ils veulent tellement qu'on réussisse. Ils ont les yeux, il y en a certains qui ont les yeux qui brillent. Voilà, j'avais pas encore forcément l'expérience de ce genre de pression, donc je l'ai mal vécu. C'est pas que je l'ai mal vécu, mais en tout cas j'ai eu une grosse pression sur les épaules
qui m'a très clairement handicapée pendant le match. Ouais, c'est la pression psychologique m'a fait chuter, ouais. Tu avais peur de décevoir? Je sais pas en tout cas si j'avais peur parce que à ce moment-là, voilà, j'avais pas le temps de le penser. Mais cette pression de la qualification, cette pression d'avoir qu'un seul tournoi, cette pression aussi tout sur mon premier tournoi de qualification, Ouais. et les attentes d'un pays aussi, mais ultra bienveillant. Hein. J'en ai que des bons souvenirs de ces personnes-là, mais effectivement voilà, des étoiles plein les yeux, des amoureux de la boxe. Leur équipe nationale est là, voilà, ils sont à fond avec nous. Donc voilà, moi j'étais pas forcément prête à ce moment-là, psychologiquement, à pouvoir encaisser tout ça. Et ouais, je me suis affaissée, ouais, je me suis effondrée, ouais. Comment tu as géré l'après, du coup? Il a fallu déconnecter parce que je pense que ce qui était le mieux, ça a été très compliqué. Donc surtout que quand les Jeux de Tokyo sont arrivés, c'est vrai que à l'INSEP c'était un peu branle-bas de combat. Il y avait beaucoup d'athlètes, voilà, beaucoup d'athlètes qui ont mal vécu toute cette période. C'était un petit peu compliqué. Donc il y avait beaucoup d'athlètes suivis, beaucoup d'athlètes ne voulaient pas les Jeux Olympiques parce qu'ils se sentaient pas bien. Moi derrière, j'étais suivie par les psys du sport, voilà, pour essayer d'évacuer ce qu'ils avaient vécu parce que c'était ça, hein, parce qu'on est vraiment dans le cas typique d'un traumatisme, flashback, cauchemar. Voilà, je suis partie un peu, j'ai quitté la France pour pouvoir m'aérer un petit peu la tête. À mon retour en équipe, j'avais besoin un petit peu de liberté, j'avais pas forcément envie d'être là, donc les psys de l'INSEP ont fait ce qu'il fallait pour me laisser encore un peu plus de temps pour pouvoir récupérer mentalement et évacuer. C'est ça en fait, il fallait évacuer, voilà, un traumatisme. Donc là maintenant quand je le dis, je me dis bon, c'est du sport, c'est dur, mais voilà, mais bon, c'est quand on est dans cette bulle là, bah c'est un traumatisme. Je comprends. Est-ce que ton métier de gendarme t'a aidé à garder la tête froide aussi sur le ring ou l'inverse? Parce que même si maintenant c'est différent, mais Je pense que même c'est l'inverse, parce que j'ai été boxeuse avant d'être gendarme. Donc effectivement, ça m'a aidé dans mon métier de gendarme. J'étais même demandée, parce que moi j'ai connu l'époque où voilà, les femmes en gendarmerie n'étaient pas voilà, bienvenues dans tous les services. J'ai connu un commandement aussi qui n'était pas pro-féminin. Ça par contre je l'ai connu. Enfin, je l'ai pas connu dans la boxe, mais je l'ai connu en gendarmerie. Donc on parle de ça, c'était un peu moins de 15 ans. Donc des difficultés, mais heureusement pour moi, mais malheureusement, je pense pour l'institution, moi j'ai été acceptée parce que je savais me défendre, je savais me battre. Donc forcément, ben, dans la tête de certains, c'est plus simple d'aller sur le terrain avec quelqu'un qui va pas fuir. Mmh. Je peux comprendre aussi. Il faut comprendre, c'est humain. Même si moi je me suis retrouvée avec des collègues masculins qui ont fui. Donc, comme quoi. Ouais, ouais. En tout cas, ça m'a apporté ouais, pas mal de contrôle. Ouais. Tu t'es retrouvée dans des situations extrêmes, en tant que gendarme, ou qui ont dû te demander, beaucoup de sang-froid, Bien sûr, mais c'est un métier où, de par le fait, tu te retrouves dans des situations ouais, compliquées. Parce que c'est des métiers où tu es quand même très exposé, malheureusement, à la misère du monde. Hein. Quand on t'appelle, Mmh c'est pas pour des situations joviales. Donc, mh. où tu te retrouves dans des situations de danger, c'est un métier où voilà, il y a un risque, tu le sais. Donc, ouais, effectivement. Donc, je dirais même que souvent, dans les situations un petit peu plus conflictuelles, où souvent, bah, il y a de l'ego, il y a de la testostérone qui monte à un niveau très Mmh. élevé, le fait des fois d'avoir un agent féminin qui est déjà un peu plus voilà, des fois ça calme un petit peu la Intéressant. situation, de se dire bon les gars on se calme ou voilà. Souvent des fois il y a des situations qui partent pas en violence justement parce qu'il y a un personnel féminin si c'est un personnel féminin suffisamment intelligent pour savoir remettre un petit peu les choses en ordre quoi. Est-ce que tu vois une différence entre, la Émilie qui montait sur le ring, il y a 5 ans, on va dire, et aujourd'hui? La maturité, beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de travail en prépa mentale, donc forcément ça apporte plus de sérénité. Ouais, ouais, il y a vraiment un... Déjà, je suis meilleure boxeuse déjà parce que j'ai beaucoup aussi travaillé en prépa mentale suite à ma blessure. Je me suis fait les croisés à la boxe, Ouais. donc il a fallu travailler beaucoup en prépa mentale sur les douleurs, sur le fait de revenir, même si je suis revenue quand même très vite parce que sur un croisé on est sur du 9 mois, un an en Mmh. moyenne à peu près. Moi, 4 mois et demi, j'étais sur le ring. J'avais l'autorisation du chirurgien et D'accord. des médecins de l'INSEP. Donc c'est très rapide. J'ai une bonne génétique, certes, mais j'ai beaucoup travaillé aussi pour pouvoir revenir. Mais il a fallu ouais, travailler un petit peu sur ça, sur l'acceptance de la blessure. Parce que quand un athlète de haut niveau il est blessé, c'est comme si on perdait nos super pouvoirs. Donc on peut très vite tomber en dépression, être mal. C'est comme ça. Donc gros travail, ouais. J'ai appris quelque chose que je ne savais pas il y a pas très longtemps, en discutant avec un poids lourd en boxe anglaise, qui me disait qu'il y avait une maturité chez les hommes. La maturité en boxe anglaise chez les hommes était, aux alentours de 35-36 ans. Est-ce qu'il y a une maturité, chez les femmes en boxe anglaise aussi? Alors, si tu me dis que c'est un poids lourd, ouais, la maturité chez les poids lourds, D'accord, arrive plus d'accord. tard. C'est pas le cas des catégories un petit peu plus petites, parce que on n'est pas sur le même style de boxe. On est sur les petites catégories, on est souvent sur des styles de boxe
beaucoup plus explosive, Mmh. beaucoup plus, voilà, avec des impacts beaucoup plus secs, beaucoup plus rapides. Donc forcément, la jeunesse va primer sur ces catégories-là. Mais effectivement, plus on monte dans le poids, et très souvent la maturité physique arrive un petit peu plus tard. C'est comme ça. Sur les femmes, je parlerai pas forcément de maturité comme chez les hommes, parce qu'on n'est pas mise dans les mêmes dispositions, parce que déjà la majorité d'entre nous, surtout à très haut niveau, on s'entraîne avec les hommes déjà. Mmh. Le style de boxe est aussi différent. On rentre sur les termes techniques ou tactiques, mais il y a certaines choses en fait en boxe féminine. Voilà, parce il y a des coachs qui vont dire non, c'est la même chose. On fait non, c'est pas. Voilà. Quand on va plus loin, bah non, c'est pas la même chose. Il y a des combinaisons qui vont mieux fonctionner, ou des préparations d'attaque qui fonctionneront mieux chez les filles et qui fonctionnent pas chez les garçons, et inversement. Donc pas forcément ça. Par contre, il y a une différence, je dirais, entre une jeune femme et une femme. Là, par contre, ça se sent. Moi, j'avais un exemple où je pense à la Finlandaise Potkonen, qui a boxé jusqu'à 41 ans. Bien avant ça, elle devait avoir quasiment 40 ans. Elle était pas loin des 40 ans. Je pense que j'ai mis les gants avec elle. Elle devait avoir 37, quelque chose comme ça. Pas la même catégorie. Moi, j'étais bien plus lourde qu'elle. Je me rappelle avoir pris un bras arrière et je me rappelle que il a fait très mal. Voilà, on a Tu j'ai quel senti âge la... à cet âge-là? Tu quel âge? Moi, j'étais jeune trentenaire, je pense. D'accord, À OK. peu près. Je devais être pas loin, en tout cas pas loin de 30 ans. J'ai senti la vie, les enfants qu'elle avait eus, voilà, j'ai senti. Donc Ouais. ça, ouais, il y a une différence. Et effectivement, quand tu combats, j'ai combattu la relève, les générations passent, donc des jeunes combattantes d'une Mmh. vingtaine d'années sont pas, voilà, sont pas fines. La formation est pas, voilà, le corps est pas mature. Le corps est pas D'accord. mature, et sur des sports d'expérience comme ça, à impact, ça se sent. Voilà, ça se sent. La préparation mentale, on en parle de plus en plus, justement depuis, les derniers, jeux olympiques. Mais, est-ce que tu penses c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui, chez les combattants que la prépa mentale, c'est un plus en fait, pour, performer? Nous, c'est rentré en équipe, la prépa mentale, il y a très peu de temps. Il y a vraiment très peu de temps, il y a 5 6 ans, tu vois? Donc c'est pas si vieux que ça. Si Et encore, il a fallu que ce soit accepté, parce qu'on est des fois, on est un sport un peu bourru, où on va pas voir de psy, on va pas voir de prépa mentaux, on va pas voir le médecin, voilà, ouais, on est dur, et voilà, il y a cette culture-là un petit peu à l'ancienne. Donc ça commence à rentrer dans les mœurs. Il y en a qui souhaitent pas avoir des prépa mentaux, d'être tués par des psys, parce qu'ils estiment qu'ils en ont pas forcément besoin. Après, c'est leur choix. Ils sont pas réceptifs, en tout cas, à ces pratiques-là. Bien sûr. Donc chacun est libre. Mais c'est quand même de plus en plus répandu. Voilà, c'est une petite performance. Est-ce que toi, tu as vraiment vu la différence du avant-après? Ouais, quand je me suis mis dedans, oui, ça m'a quand même beaucoup aidé, parce que quand la première fois où j'étais en contact avec la préparation mentale, bah, il a fallu, voilà, moi, j'y suis allée en ouvrant mon esprit quand même pour voir un petit peu ce qu'était la pratique, etc. Sachant en plus que moi, j'ai la particularité d'être HPI, donc ce qui fait que émotionnellement ou intellectuellement, je vois par moments les choses de manière un petit peu différente. Donc pour cette gestion qu'il faut faire au quotidien, forcément, voilà, ça apporte des outils qui m'ont quand même pas mal aidé, que ce soit sur le sportif, tiens, parce qu'il a fallu travailler sur pas mal de choses, et voilà, dans la vie de tous les jours aussi. Ouais. Est-ce tu as eu un vrai déclic mental grâce à ce travail? En disant: «Si j'avais pas eu la prépa, je serais passée à côté»? Sur certaines choses, oui, j'aurais peut-être pas eu idéalement cette concentration que je suis capable d'avoir, ou qui m'a permis d'améliorer certains points, si j'avais pas été capable ouais, de contrôler un petit peu mon esprit, ou en tout cas d'être capable, quand ça part à droite, de le dire hop là, on se Mmh. recentre, tu vois, de D'accord. recentrer, parce que c'est des pertes d'énergie qui sont énormes, et sur des tournois qui peuvent durer 10 jours, voire 15 jours pour les plus gros, ou sur des échéances très importantes où on a besoin au contraire de rassembler toute cette énergie et de la garder précieusement. Ouais, moi dans mon cas, ça aurait été ouais, une déperdition d'énergie trop importante pour pouvoir performer. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Tes challenges? On est déjà en 2026, il y a pas mal de choses qui sont en négociation. Il y a beaucoup de négociations, donc on est encore voilà, en attente, de voir moi aussi, moi, ce qui me convient, puisqu'on m'a proposé des choses mais qui ne me conviennent pas. Donc je reste au final, c'est moi qui boxe, donc au final, avec l'équipe, on en discute, on débat s'il y a besoin de débattre et qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais à la fin, je quand même les décisions que je trouve les plus pertinentes. Donc j'ai déjà refusé certaines choses qui m'intéressent pas, et j'attends les réponses pour d'autres qui m'intéressent un petit peu plus, mais voilà, ça se fait patiemment. Tu as des sponsors? Ouais, j'ai quelques sponsors. Alors j'en ai qui me suivent depuis des années, d'autres qui me suivent aussi qui veulent qui veulent pas rester dans l'anonymat, voilà, qui sont, donc tu as des mécènes, tu as des gens quand même qui, voilà, qui s'intéressent, qui aident quand ils peuvent aider. L'État a mis en place effectivement ce système de sponsoring, où effectivement quand ils te donnent voilà, une somme quelconque, hein, ça peut être du titre des impôts, donc ça aide quand même les athlètes. Après, il est vrai que comparé par exemple aux États-Unis, où il y a cette culture de j'ai reçu
dessus, donc je retransmets. On l'a beaucoup moins en France parce qu'il n'y a pas cette culture de forcément de redonner. Et voilà, il y en a certains qui vont se dire, mais ils sont en train de me voler ou ils prennent mon argent, alors que de toute manière, c'est de l'argent qu'ils auraient donné aux impôts. De toute façon, donc, il y en a beaucoup qui se disent, bah moi, au lieu de donner aux impôts, je préfère donner à des athlètes ou des clubs sportifs pour les aider. Bien sûr. Voilà. Mais effectivement, cette culture-là, elle est moins implantée. En France. Bah, comme le prix des combats d'ailleurs, je veux dire aux États-Unis, ils gagnent plus d'argent qu'en France. Bien sûr, on est sur des sommes. Alors après, à toute chasse gardée, hein, parce que les boxeurs qui gagnent vraiment des millions, on est sur 0,001% de ce qui se fait. Donc, dans la majorité des cas, on a des bourses. Alors après, c'est pareil, c'est des négociations. Donc, en fait, il n'y a pas une bourse qui est pareille. Et après, il y a les impôts français, voilà, qui sont là. Donc là, par exemple, on était sur Anthony Joshua qui est parti boxer. Alors, je ne sais plus. Jack Contre Paul. je ne sais plus quel pays, ouais, je ne sais plus quel pays où ils étaient, mais il a dû payer les impôts du pays Ah non, plus les impôts en rentrant les impôts en Angleterre. Et je crois que le chiffre, c'est de 98 millions d'euros. Il est passé, ou de dollars, pardon, il est passé à 38 millions. Ça ouais, reste des grosses sommes. Au ouais, niveau des impôts, on est quand même pas mal. oui, mais ouais, c'est chaud. Non, je croyais que tu me parlais du dernier combat d'Anthony Joshua avec Jack Paul. Oui, oui, c'est celui-là, c'est Ah, c'est celui-là où il celui-là? a eu D'accord. effectivement voilà, il a une grosse bourse, mais voilà, il y a beaucoup de choses derrière parce qu'il Ouais, faut payer les coachs, la prépa, le sparring s'il y en a, faut payer ouais, ci, ça. Donc en fait, ça très s'évapore vite. très très vite. Et encore, si certains boxeurs ont la chance de pas se faire arnaquer, parce que ça aussi, voilà, on rentre dans la boxe, on rentre dans du business. Ouais, Et là, donc, business égale requin, donc il faut faut faire attention. Donc, faire je attention. choisis avec qui je travaille et comment, et je lis, et je suis entourée sur ça. J'ai choisi avec qui je travaille. Ce sont des gens qui restent dans l'ombre, mais j'ai un œil, je veille. Mais j'imagine que tu es assez instinctive déjà de par, en tant que boxeuse, mais surtout aussi de par ton métier où tu es obligée, quand il y a le danger, tu dois le sentir. Ouais, je vois Tu vite vois vite à l'arnaque. qui tu as affaire. Ouais, il y a des gens avec qui je m'entends très bien, mais on travaillera pas ensemble. Ouais, oui, tu pas confiance. C'est pas la peine, quoi. Mmh. Donc, non, et puis après, la boxe féminine est à développer aussi sur le territoire. Après, c'est important aussi que les filles aient un bon niveau, parce que Mmh. c'est bien de râler ou de demander, mais il faut aussi que le niveau soit là. Alors après, il y a des féminines qui sont bien meilleures que certains hommes, hein, on va pas se Mmh. mentir, hein, techniquement, technico-tactiquement. Après, voilà, c'est par rapport aux États-Unis où certaines arrivent quand même à faire le million, bah, pas au million, hein, ici, Mmh. on est loin. Mais Ah, moi, j'aimerais tellement que vous ayez plus de lumière, en fait, parce que quand je vois les combats que vous faites, franchement, mon expression préférée, pardonne-moi, mais vous envoyez du pâté. Heu je trouve ça dommage que vous soyez pas assez mise en lumière par rapport, aux hommes, hein. C'est un peu ouais, triste. c'est vrai que là, il y a eu. Parce que le niveau est là, le niveau est super, en Bien fait. sûr. Là, je sais qu'il y en a. C'est vrai que je l'ai laissé passer, peut-être que j'aurais pas dû, mais quand on a eu ces nominations, si tu veux, pour les boxeurs de l'année, il y avait aussi KO de l'année. Mmh. Et je sais que certains ont été râlés parce que dans le KO de l'année, il y avait que des hommes. Et il y avait pas, donc déjà, il n'y avait pas de catégorie femme, mais même au-delà de la catégorie femme, j'aurais pu participer, voilà, Bien sûr. dans ces KO-là, tu vois, vu les KO, voilà. Mmh. Donc là, par exemple, tu vois, la WBC, qui est la plus grosse fédération de Mmh. boxe mondiale, m'a nominé pour le KO de l'année au niveau mondial, tu vois. Mmh. Donc, bon, c'est dommage que je sois nominé par la WBC au niveau monde et pas par mon propre pays. Mmh. Ouais, c'est Mais voilà. C'est vrai que moi, je l'ai laissé couler parce qu'il y a tellement de choses à m'occuper. Je suis bouquée. Mais effectivement, si tu vas sur de la parité, pour le coup, ce KO-là, il méritait aussi, tu vois. On va parler de l'associatif. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais concrètement, de ce que tu mets en place? Donc au niveau associatif, j'ai ma propre association et j'exerce aussi au sein du Boxing Club, forcément, à l'USS, où notre volonté, c'est de promouvoir le sport et encore plus à travers la boxe. Donc au-delà des cours qui peuvent être dispensés directement au niveau du club, on est aussi à l'extérieur. Donc on travaille par exemple dans les quartiers prioritaires de la ville. On ouvre un petit peu à tout le monde pour que tout le monde puisse pratiquer un sport, parce que c'est aussi la volonté du ministère. On s'occupe aussi de publics un peu plus spécifiques, comme les publics médico-sociaux ou des instituts un petit peu spécialisés pour des enfants. Sur des choses aussi un petit peu, on échange aussi avec d'autres associations pour pouvoir, voilà, souvent on est demandé pour des choses d'un petit peu de cohésion, augmenter un petit peu l'agressivité sur certains sports, voilà. Donc
on est un petit peu à droite à gauche. J'ai participé aussi il y a pas longtemps pour la journée des violences faites aux femmes. Donc on bouge un petit peu partout et on essaie de promouvoir et de voilà, de donner un Et petit peu. comment s'appelle ton association si des gens ont envie de vous aider? Non, cette association, c'est une association simple, elle s'appelle Aide au sport. Voilà, D'accord. c'est fait vraiment pour promouvoir, voilà, aider des jeunes quand il y a besoin, s'il y a besoin de faire un déplacement, on a envie de les emmener voir un match de boxe, tout Mmh mh. simplement, un petit peu plus loin, ou on essaye un petit peu de promouvoir un petit peu ce qu'on peut faire. Bah, chapeau, bravo. Qu'est-ce que la boxe t'a appris, sur toi que tu t'aurais pas découvert autrement? Elle m'a forgé, si tu veux, une force mentale, une capacité de résilience, une force mentale, assez exceptionnelle. Alors même si toute chasse gardée, moi j'ai grandi avec déjà des parents relativement sportifs, donc déjà, voilà, costauds, mais j'ai été entourée surtout, voilà, par ma mère, ou je pense à ma mère, je pense à ma tante, Mmh. avec, des femmes, voilà, des femmes fortes, voilà, avec beaucoup de résilience, travailleuses, et moi j'ai grandi comme ça. Donc je pense que ça m'a forgé aussi, ça m'a donné une base en étant enfant, et on a poli le diamant, voilà, avec la boxe. D'accord. Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes boxeuses ou boxeurs, hein, aujourd'hui, qui démarrent? Le super conseil pour avancer? La patience, de la patience, parce que c'est un sport d'expérience. Quand on veut vraiment, pratiquer et être bon, c'est un sport d'expérience. On continue à se perfectionner, tout le temps. Donc voilà, faut pas aller trop vite, même si voilà, là, on est dans la génération, TikTok et les réseaux, donc il y en a des fois à la salle, je les vois faire des gestes un petit peu qu'ils ont vus sur les réseaux, donc après quand ils se l'apprennent, je sais pas, c'est bien fait. Voilà, donc on est dans une génération là où tout va très vite, donc voilà, le premier conseil, c'est de la patience, parce que, voilà, ça s'apprend à être boxeur. Voilà, on n'est pas boxeur, ça s'apprend. Ton rêve en tant que boxeuse? C'est vrai que quand je suis passée pro, tu vois, je voulais pas forcément faire de gros résultats. Moi, voilà, je prenais ce qu'il y avait à apprendre. Je me faisais plaisir jusqu'à la fin de ma carrière, rien d'extraordinaire. Après, ben, j'ai eu la chance de pouvoir prétendre à pas mal de choses. Donc, essayer d'aller le plus haut possible. Voilà. Et puis, si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, c'est pas bien grave. Voilà. Surtout, le principal, c'est de terminer en bonne santé. Voilà, pas impacté. Et ce sera déjà très bien. Est-ce que tu as une philosophie, une espèce de mantra que tu as, en tête, qui t'aide à avancer tous les jours, que tu pourrais transmettre aujourd'hui? Le mot de fin, je sais pas, moi souvent je dis: «Plus vite on commence, plus vite on termine». D'accord. Donc voilà, quand on est à l'entraînement, je dis: «On y va», parce que, voilà, on bosse et on est sérieux, et voilà, il y a un temps pour chaque chose. Voilà. D'accord. Et ben, je te remercie beaucoup, Émilie, de Mais de m'avoir rien. accordé, ce temps. C'était super de te connaître un peu plus. Donc merci et De puis, rien. bah, je te souhaite, plein de bonnes choses pour la suite. Bien, on croise les doigts. Ça marche. Merci beaucoup. Super, merci à toi. Alors si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un avis ou à le partager autour de toi. Et si tu ressens le besoin d'aller plus loin ou d'être accompagné, mes coordonnées sont dans la description. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!